Et nous allons faire un tour d'horizon de la situation économique et stratégique 2 ans ou presque après le déclenchement des hostilités en Ukraine. Alors, Jacques Sapir, on repense immédiatement en termes économiques aux propos de Bruno Le Maire, qui est toujours, à l'heure où nous enregistrons, ministre de l'économie et des finances, et Bruno Le Maire qui avait certifié que les Occidentaux parviendraient à mettre l'économie russe par terre en représailles à l'opération lancée par Vladimir Poutine il y a près de 2 ans. Oui, la déclaration de Bruno Le Maire, si vous voulez dire nous allons faire s'effondrer l'économie russe, tout d'abord, elle était stupide, mais stupide au sens où un ministre n'a pas à faire ce genre de propos, n'a pas à tenir ce genre de propos bravaches, hein, si vous voulez. Et d'ailleurs, même des amis politiques le lui ont dit. J'ai le souvenir d'un tweet de Bruno Tertré, qui est pourtant très pro-ukrainien, hein, qui a dit « Mais enfin, un ministre ne parle pas comme ça ». Donc, déjà, dans l'expression, c'était une stupidité. Sur le fond, ça prouve qu'il n'avait pas lu les notes qui circulaient depuis plusieurs années au ministère des Finances et qui montraient que la Russie avait une capacité de résilience, qu'elle avait assez bien digéré la première vague de sanctions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2022, la Russie est déjà sous sanctions. Et elle est sous sanctions depuis 2014-2015. Ce qui fait une période d'environ 7 ans. Bon. Ces sanctions avaient été étudiées. J'ai d'ailleurs un de mes anciens étudiants qui vit maintenant aux États-Unis, qui avait montré que dans ces sanctions, eh bien, les pertes s'équilibraient. Que, grosso modo, l'Union européenne avait perdu autant que la Russie, et que ce que la Russie avait perdu, elle l'avait récupéré en 2-3 ans. Bon, donc, on connaissait les capacités de résilience de l'économie russe. Bon. Ce à quoi on pouvait s'attendre, c'était à une baisse de l'ordre de 4 à 5% du PIB dans l'année 2022. Alors, je ne parle pas de certaines prédictions qui ont été faites, que ce soit par la Banque mondiale. Bon, la Banque mondiale annonçait moins 11%. L'OCDE devait être à moins 10,5%. C'était des chiffres absolument fantastiques, si vous voulez, qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Mais il était crédible, donc en fin février, début mars 2022, de dire oui, la Russie va connaître une contraction de son économie de 4 à 5%. Bon. Ce qui n'avait pas été, d'une certaine manière, pensé, c'est que, tout d'abord, ces sanctions n'ont pas été mondiales. Or, pour que des sanctions soient efficaces, il faut qu'elles soient mondiales. En réalité, elles n'ont concerné que les pays dits occidentaux, ce que maintenant les Russes appellent le fameux Occident collectif, donc l'Union européenne, les États-Unis, et puis les alliés asiatiques, c'est-à-dire l'Australie, le Japon, encore que le Japon a été assez en retrait là-dessus, et qu'au sein même des pays occidentaux, on a quand même un pays de l'OTAN, la Turquie, qui a refusé d'appliquer ces sanctions, et qui continue d'ailleurs de faire du commerce avec les deux, avec l'Ukraine, à laquelle elle vend des drones, et avec la Russie. Donc, cette situation, d'une certaine manière, ne présageait pas d'une grande efficacité de ces sanctions. Après, il semble maintenant avéré que le gouvernement russe s'était préparé à ces sanctions, et en particulier dans le domaine financier. Et c'est là où on a vu que la coupure de certaines banques russes du système SWIFT n'a pas fonctionné parce que ces banques ont pu se connecter sur un système chinois équivalent, et que tout ceci avait été préparé. Et on a vu, dans l'année 2022, la part, si vous voulez, du yuan
dans le marché financier russe monté de manière extravagante. Grosso modo, le yuan est passé de 4 à 5% du marché financier russe, maintenant à pratiquement 45%. Bon. Donc, le gouvernement russe et la Banque centrale avaient en fait préparé une politique contre les sanctions. Mais après, il y a un troisième fait qui d'ailleurs nous a tous surpris. Je parle, quand je dis nous, c'est les économistes russes les plus optimistes et mon équipe qui travaille sur la Russie depuis maintenant pas mal d'années, puisque nous avons tenu notre premier séminaire franco-soviétique en 1991. Et depuis, nous avons maintenu constamment la coopération. C'est que les entreprises russes ont réagi de manière très positive. Et en réalité, le départ de certaines entreprises occidentales, je dis bien certaines, toutes ne sont pas parties, certaines sont restées, Decathlon par exemple. Bon. Donc, le départ de certaines entreprises occidentales a été perçu par le monde des affaires russe comme une fantastique opportunité. Alors une opportunité pour se faire de l'argent très vite, mais une opportunité pour conquérir des parts de marché et pour, je dirais, remplacer les entreprises occidentales. Et ça, c'est très important parce que, si vous voulez, c'est lié au programme dit de substitution aux importations. Alors, le gouvernement avait lancé un programme depuis fin 2014 de substitution aux importations. Ce programme, en réalité, fonctionnait à bas régime. Les entreprises, bon, elles étaient intéressées, mais pas plus que cela. Et le gouvernement ne mettait pas énormément d'argent dans ce programme. Ce qui se passe à partir de mars 2022 est très différent. C'est que là, les entreprises, avec le départ des entreprises occidentales, enfin de certaines entreprises occidentales, se disent « Ah ben oui, là, la substitution aux importations, elle prend toute sa signification. Donc, on va pouvoir faire des affaires. » Et le gouvernement russe et la Banque centrale, appuyant les entreprises, par des crédits, ou par des subventions, il y a eu toute une série de mécanismes, on a été dans une logique économique qui a fait que la contraction de l'économie a été à la fin des fins. Vous connaissez l'expression de Jacques Chirac, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. En février 2023, on a eu les chiffres, et ce chiffre, c'était moins 2,1%. C'est-à-dire la moitié de ce que les gens réalistes sur la Russie estimaient. Bon. Et ça s'est, je dirais, répété sur 2023, avec là un autre fait, c'est que l'économie russe, à la fois sous le fait des dépenses militaires, oui c'est vrai, les dépenses militaires tirent d'une certaine manière l'économie, sous le fait de la substitution aux importations, et sous le fait d'une consommation des ménages importante. Et il faut toujours se rappeler que le salaire réel en Russie, donc hors inflation, a recommencé d'augmenter à partir d'octobre 2022. Il a chuté au mois de mai, avril, mai, juin. Il a commencé à remonter et à partir d'octobre, il est repassé en positif. Et actuellement, le salaire réel est sur une pente annuelle d'augmentation de l'ordre de 7 à 8%. Tout ceci a engendré une consommation des ménages qui, par ailleurs, ont été aidés par le gouvernement avec tout le programme d'aide aux gens qui se battent ou qui contribuent à l'effort de guerre. Donc, c'est bien plus que les familles des combattants. C'est l'ensemble des travailleurs de l'industrie de défense qui bénéficient de crédits bonifiés. Bon. Le résultat, c'est que nous avons eu une croissance très forte en 2023 et qu'aujourd'hui, l'économie russe est au-dessus de son niveau de 2021. C'est-à-dire que non seulement elle a récupéré du choc de 2022, mais elle a progressé par rapport à l'année de base, qui est l'année 2021. Et alors, cette progression, elle est globalement, probablement de l'ordre de
1,4-1,5%. Et dans certaines branches de l'industrie, elle est phénoménale. On a des chiffres de plus de 50%. Mais dans le même temps, on a quand même l'impression que le pays qui paye cher les pots cassés en termes économiques, c'est l'Ukraine, qui a vu outre ces questions agricoles, une partie de son potentiel industriel à l'arrêt. Oui, c'est évident. L'Ukraine, et c'est naturel, hein, si vous voulez, paye le prix le plus cher de cette guerre d'un point de vue économique. Tout simplement parce que par rapport à la population ukrainienne, la mobilisation est en pourcentage très supérieur à la mobilisation russe, et que donc si les gens se battent, ils ne peuvent plus travailler, que ce soit dans les usines, les bureaux, les champs. Bon, ça c'est une raison très simple. Deuxièmement, parce que les destructions provoquées par la Russie inhibent le secteur industriel ukrainien. Les usines n'ont, alors, pas plus du tout d'énergie, mais globalement, il semble qu'elles n'aient que 50% de l'énergie qu'elles avaient avant-guerre, hein, du fait des destructions. Bon, voilà, il y a là nécessairement une baisse de production. Il y a aussi le fait que une partie, si vous voulez, des voies de communication pour importer ou exporter des produits sont non pas inutilisables, puisqu'il y a eu un accord pour l'utilisation de certains ports, mais peu utilisables globalement. Donc oui, il est normal que l'économie ukrainienne se soit effondrée, et actuellement, s'il n'y avait pas l'argent donné par l'Union européenne et par les États-Unis donnant plutôt de l'argent pour la guerre, l'Union européenne donnant plutôt de l'argent pour le maintien de l'État. Enfin, de fait, c'est nous qui payons les fonctionnaires ukrainiens, si vous voulez. L'Ukraine n'existerait plus en tant qu'État. Et donc, une des réponses avancées pour sortir à l'avenir de la situation dans laquelle on aura mis l'Ukraine, c'est cette fameuse intégration à l'Union européenne. On peut voir déjà peut-être des réactions politiques, si on étudie bien les dernières élections polonaises, on voit que en fait, tout le monde agricole européen qui est très inquiet, parce qu'on ne peut pas envisager une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne si elle ne rejoint pas la politique agricole commune, et ce qui désorganiserait tout le marché. Donc, est-ce qu'au final, l'Ukraine ne restera pas à la porte malgré les promesses qu'on lui a faites? Alors, je crois que la question va bien au-delà de la question de l'agriculture. Admettons que la guerre s'arrête dans les semaines qui viennent. Ce que malheureusement, je ne crois pas, hein, mais disons, prenons ça comme hypothèse. L'Ukraine est actuellement dévastée. Les dommages, qui avaient d'abord été estimés autour de 300 à 400 milliards d'euros, sont actuellement estimés au l'ordre de 700 à 900 milliards d'euros. Bon. L'industrie ne fonctionne plus. D'ailleurs, il faut rappeler que c'était une industrie qui importait ses matières premières de Russie. En réalité, l'industrie ukrainienne a toujours été très largement intégrée dans l'industrie russe. Donc, l'industrie aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Il reste l'agriculture, mais vous ne faites pas vivre un pays de la taille de l'Ukraine sur l'agriculture. Et puis, il y a le problème des hommes et des femmes. Les statistiques ukrainiennes, qui datent de fin 2021, donnent une population de 41,7 millions. D'ailleurs, il y a une forte baisse depuis l'indépendance de l'Ukraine, puis la dissolution de l'URSS. À l'époque, l'Ukraine était environ à 50 millions. Or, sur ces 41,7 millions, les statisticiens ukrainiens intègrent la population de Crimée, autrement dit, la population de toutes les régions qui sont sous contrôle de la Russie. Donc, en réalité, la population sous contrôle du gouvernement de Kiev, comme ça qu'il faut l'appeler, devait être de l'ordre de
38 millions. Bon. Évidemment, avec l'avancée des Russes, ça a encore... Là-dessus, vous avez une émigration du fait de la guerre, qui est tout à fait compréhensible, si vous voulez. Bon, mais il y a 8 millions d'Ukrainiens qui vivent dans l'Union européenne. Ce sont les documents de l'Union européenne qui le disent. Si vous voulez, c'est Eurostat qui a calculé. Globalement, il y a 8 millions d'Ukrainiens dans l'Union européenne. Il y en a 2,5 millions en Russie. Je dis bien d'Ukrainiens. Ça ne compte pas les gens de Crimée, du Donbass, parce qu'eux, ils sont considérés comme Russes. Donc, si vous voulez, d'un point de vue statistique, on ne prend là en compte que des réfugiés ukrainiens qui sont venus des territoires contrôlés par le gouvernement de Kiev en Russie. Globalement, il manque 10 millions de personnes. Donc, on passe de 38 à 28. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont connu en si peu de temps une telle contraction de leur population. Donc, ça pose un véritable problème existentiel à l'Ukraine. Ajoutons à ça le fait que la natalité ukrainienne s'est effondrée. Alors, là encore, c'est tout à fait normal. Les hommes sont au front, les femmes sont en Europe. Quand est-ce qu'ils vont se voir pour faire des bébés ? C'est bêtement ça. Hein, bon. Mais la question qu'il faut poser, c'est, admettons que d'ici quelques semaines, la guerre s'arrête. Qu'est-ce que font ces gens qui vivent en Europe ? Je pense qu'une grande partie ne retournera pas en Ukraine. Parce qu'une partie a fait sa vie. D'ailleurs, nous avons plutôt bien accueilli ces gens. C'était des gens dont le niveau d'études était plutôt plus élevé que la moyenne des populations européennes, il faut le savoir. Donc, ils se sont assez bien intégrés, ils ont assez rapidement appris nos langues. Bon, les Ukrainiens parlaient globalement anglais, mais ils se sont mis à l'allemand, à l'italien, au français, à l'espagnol, sans problème. Et donc, sur ces 8 millions d'Ukrainiens qui vivent dans l'Union européenne, combien vont rentrer ? Moi, je pense que pas plus de 2 à 3 millions à l'heure actuelle. Et au contraire, une partie des hommes qui se battent iront rejoindre leur famille. Donc ça veut dire que l'Ukraine, durablement, va être un pays sous-peuplé, va être un pays dévasté par la guerre, et va être un pays dont les capacités d'exportation se réduisent en fait aux céréales, ce dont vous avez parlé, ce qui pose un problème quant à l'organisation du marché européen, de la PAC. Et là-dessus, on voit bien qu'il y aura des réticences politiques importantes. On voit déjà l'ampleur de la manifestation des agriculteurs en Allemagne montre que c'est un sujet qui est extraordinairement sensible. Oui, parce qu'on ne peut pas à la fois nous vanter une souveraineté alimentaire européenne et désorganiser complètement le marché. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les céréales, puisqu'on avait noté quand même que les poulets ukrainiens étaient en train aussi de menacer les... Oui, c'est pas très important. En fait, les deux grands secteurs d'exportation d'Ukraine, ce sont les céréales et le tournesol, et les graines de tournesol. Donc voilà, c'est globalement c'est tout. Et là, oui, on est face à un vrai problème d'organisation. Alors, je ne dis pas que ce problème soit insoluble, parce que l'Ukraine avait autrefois des marchés non européens importants. L'Ukraine ne faisait pas partie de l'Europe, ne fait d'ailleurs toujours pas partie de l'Europe, et elle exportait essentiellement vers le Moyen-Orient. Bon. Donc on peut penser que l'une des stratégies pourrait être de dire aux Ukrainiens, concentrez-vous là-dessus et limitez autant que possible la vente de vos céréales dans l'Union européenne. Là encore, je dis, si on revient dans une situation de paix,
Autrement dit, si les restrictions à la circulation des navires sont complètement levées, c'est tout à fait jouable. Sauf qu'il y a désormais un deuxième verrou, il y a la mer Noire, mais il y a aussi le problème de la mer Rouge, puisque depuis quelques semaines, les grandes compagnies ont décidé de dérouter leurs navires à cause de la situation au Yémen. Oui, oui, mais on peut penser que c'est un problème temporaire, Ouais. qui pourra durer peut-être quelques mois, mais pas plus. Et alors, comment pensez-vous que l'Union européenne, et peut-être dans une moindre mesure les États-Unis, vont pouvoir reconstruire l'Ukraine? Ça, c'est une véritable question. Alors, il y a d'abord une possibilité un petit peu fantastique qui consistait à dire on va utiliser les avoirs russes qui ont été gelés. Si vous parlez à des gens qui ont des responsabilités dans le monde financier international, ils vous disent tous, c'est impossible. Sauf si la Russie est d'accord. Si vous voulez, on peut geler des avoirs, mais les attribuer à quelqu'un d'autre que leur propriétaire légal implique que vous avez déchu le propriétaire légal de son droit de propriété. Autrement dit, il faut une décision de justice. Or, les décisions de justice qui peuvent entraîner la déchéance de propriété sont elles-mêmes liées aux actions du propriétaire et au fait que le propriétaire n'aurait pas respecté des choses qui font partie du Code international du commerce. Donc, je pense qu'au total, ce n'est pas une solution viable, c'est même pas une solution raisonnable. Après, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je pense qu'on ne reconstruira pas toute l'Ukraine. Et c'est quelque chose dont les Ukrainiens doivent prendre conscience. La reconstruction ne pourra porter que sur, je pense, quelques villes de l'Ukraine à l'ouest du Dniepr, et puis sur certains grands axes de communication. Cette reconstruction, qui est la reconstruction immédiate, après je ne dis pas sur 20 ans, oui, c'est possible qu'on reconstruise tout, elle peut être faite par un condominium entre les États-Unis, l'Union européenne, et à plein d'autres pays. Est-ce que des pays comme la Chine y verront une manière d'entrer dans le jeu et de faire peser son poids? C'est pas impossible. Donc, je suis, si vous voulez, moins pessimiste globalement sur cette question de la reconstruction, tout en partant de l'idée que cette reconstruction ne sera pas immédiate ni totale, et sur le fait que, même si cette reconstruction peut permettre de rétablir des conditions de vie de 28 à 30 millions d'Ukrainiens, l'Ukraine est appelée à être un pays vide pour les 50 prochaines années. Ouais. Et sur un autre plan, est-ce que le conflit modifie en profondeur le début d'organisation financière et bancaire des BRICS, qui ont créé une banque commune, qui est confiée à l'ancienne présidente du Brésil, ce que personne n'a relevé d'ailleurs en France. Donc est-ce que des choses changent? Est-ce que ce conflit va hâter ce que certains experts appellent... Oui, bonjour, je suis donc Éric de Nessé. J'ai créé le CF2R en 2000, donc notre centre va bientôt avoir 25 ans, l'âge du jubilé. Je suis ancien analyste du renseignement naval et nous avons créé ce centre de recherche pour à la fois mieux expliquer quel était le rôle du renseignement dans une démocratie, dans la société française, puisque c'était quelque chose qui, jusqu'à la fin des années 90, était très mal connu. Et donc, le CF2R réunit une vingtaine de chercheurs
pour moitié des anciens des services de renseignement, pour l'autre moitié des universitaires ou des consultants qui travaillent sur le sujet. Notre rôle est triple. On travaille beaucoup sur l'histoire du renseignement pour expliquer comment cette profession a joué un rôle important dans l'histoire à travers les âges. Nous travaillons sur l'analyse de l'actualité du renseignement contemporain, les budgets, les effectifs, les lois, les opérations. Et puis, nous avons un troisième volet qui est celui de la sécurité internationale, dans lequel nous analysons les crises, les conflits, les risques et les menaces qui sont les points d'application du renseignement. Depuis que nous suivons le conflit ukrainien, c'est-à-dire depuis l'été, on va dire l'été 2021, on s'aperçoit finalement que ce conflit a été en grande partie provoqué par les Américains, même si bien sûr ce sont les Russes qui se sont livrés à l'agression que l'on sait contre leurs voisins. Nous sommes penchés sur ce fait parce que nous suivons en permanence l'actualité américaine. C'est quelque chose d'essentiel à notre époque, puisque les Américains étant la première superpuissance encore pour quelques décennies, il importe de voir quelle est leur stratégie et quels sont leurs objectifs. Et on s'était aperçu assez rapidement que la crise que connaissait la société américaine, non seulement sous Donald Trump, mais au début du mandat de Joe Biden, entraînait de tels dysfonctionnements internes qu'on voyait se dessiner peu à peu le fait que les Américains avaient besoin d'une forme de crise internationale, si ce n'est d'un conflit extérieur, pour faire passer leurs problèmes internes au second plan et essayer de redonner un peu de lustre à la Maison-Blanche, de débloquer des budgets, de relancer le Pentagone. Et donc tout ça était assez décelable pour nous. Et lorsque malheureusement les événements de mars 2022, février-mars 2022 sont apparus, nous n'avons guère été surpris de la stratégie américaine, même si, je dois le concéder, nous n'étions pas sûrs que les Russes, à l'époque, tomberaient dans le panneau de cette provocation. Alors, c'est pour ça que quand on voit le discours absolument unilatéral que tiennent les médias occidentaux depuis maintenant 2 ans, il nous a semblé important de republier toute une série d'analyses que nous avions faites depuis 2014 et le coup d'État, j'insiste bien sur le terme de coup d'État occidental contre le président Yanukovych en Ukraine, qui a amené la déstabilisation de ce pays et qui est à l'origine directe du conflit que nous connaissons maintenant depuis 2 ans. Et nous avons voulu remontrer que depuis maintenant 10 ans, nous n'avions cessé d'alerter sur la stratégie américaine, la raison pour laquelle les néoconservateurs voulaient absolument pousser Poutine dans une sorte de piège. Et par rapport à la version tout à fait circonstanciée et pro-occidentale qui en est donnée tous les jours dans les médias mainstream, nous avons voulu sortir ce livre pour montrer qu'un certain nombre d'analyses dont nous faisons partie avaient un point de vue tout à fait différent sur l'évolution des événements. Ce qui est important, c'est que c'est le premier livre d'une série de 3 consacrés à ce conflit ukrainien. Ce premier livre qui est sorti en novembre et sur finalement les raisons qui ont poussé à la guerre d'Ukraine. C'est pour ça que nous l'avons appelé la guerre américaine et que nous y développons notamment la stratégie des conservateurs américains. Je dois préciser que parmi les personnalités qui ont contribué à ce travail collectif, nous avons Michael Brenner, qui est un universitaire américain tout à fait distingué, ancien du département d'État, qui nous amène une vision américaine et très objective, qui partage bien sûr notre point de vue. Il y a également le préfet Yves Bonnet. Le préfet Yves Bonnet est l'ancien directeur de la DST. C'est un homme qui est à l'origine, avec le président Mitterrand, de l'expulsion des diplomates soviétiques dans le cadre de l'affaire Farwell. Donc, on ne peut pas le taxer d'être pro-russe ou pro-communiste. Puis, il y a également Alain Charret, Alain Rodier, qui sont 2 chercheurs éminents du centre, tous les 2 issus des services de renseignement. Jean-Luc Ballet, qui est un économiste distingué, qui a longtemps vécu aux États-Unis. Voilà, donc nous avons réuni quand même un certain nombre de pointures pour donner un point de vue et des analyses de qualité. Les 2 livres qui vont suivre, qui vont paraître tous les 2 l'année prochaine, l'un au printemps et l'autre à l'automne, seront pour le premier consacrés à l'analyse militaire du conflit. Après en avoir étudié les causes, nous polariseront de manière beaucoup plus stricte et beaucoup plus opérationnelle sur qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les innovations, quelles ont été les erreurs des uns et des autres, aussi bien sur la guerre de l'information d'ailleurs que sur la guerre technique, la guerre électronique, l'usage des drones, la défense antiaérienne et j'en passe. Voilà, ça va être une vraie analyse militaire du conflit. Et puis en septembre prochain, nous prendrons le temps dans le 3e livre de parler des perspectives de cette crise. Je ne pense
pas qu'elle sera résolue véritablement, malheureusement, à l'automne 2024, mais sait-on jamais. En tout cas, ce qui nous a paru intéressant, c'est de montrer en quoi cet événement de la guerre d'Ukraine a changé les relations internationales, a changé la manière dont la géopolitique mondiale et ses rapports de force s'exerçaient jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que effectivement, cette guerre d'Ukraine est la fin de cette période de transition que nous connaissons depuis la chute de la guerre froide et où nous avons traversé une trentaine d'années d'instabilité, notamment secouée par le terrorisme islamique, et puis qu'avec la guerre en Ukraine, nous entrons dans une nouvelle période. Ce qui est très clair dans la stratégie américaine, c'est que depuis la fin de la guerre froide, ils ont à l'esprit qu'il ne faut en aucune manière accepter qu'une forme de puissance russe se reconstitue. Il y a une véritable fixation, alors elle est bien sûr très forte à Washington, mais elle est aussi extrêmement présente côté britannique. Donc ça veut dire que c'est une obsession anglo-saxonne de réduire la Russie à sa plus faible expression pour que ce ne soit plus un acteur géopolitique qui puisse interférer dans la stratégie américaine. Et on le retrouve dans les ouvrages de Brzezinski, bien évidemment, sur le grand échiquier. Et ça explique très bien pourquoi les néoconservateurs ont toujours suivi cette stratégie, en l'accompagnant bien sûr de promesses qu'ils n'ont jamais tenues et de véritables mensonges. On a bien sûr vu qu'ils, après s'être engagés verbalement, mais aussi bien sûr oralement, à ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, ils ont bafoué les promesses qu'ils avaient faites à Moscou. Et puis petit à petit, on les a vus soutenir ce coup d'État de Maïdan en 2014 en Ukraine. Je parle encore une fois vraiment de manière extrêmement explicite de coup d'État parce que Yanukovych, le président ukrainien, qui, soit dit en passant, était ni plus ni moins corrompu que ses prédécesseurs, parce que c'est un sport national en Ukraine que d'être corrompu. Yanukovych avait été élu légalement avec la présence d'observateurs de l'OSCE, donc les élections avaient été validées. Et ce qui s'est passé à Maïdan en 2014, c'est bien le renversement d'un régime démocratique ayant fait suite à des élections démocratiques qui est soutenu par l'Occident, ce qui est une véritable contradiction avec les valeurs que nous prônons et que nous défendons. Donc petit à petit, on a vu cette avancée occidentale assez régulière pour pousser la Russie dans ses retranchements. Et puis, on l'a vu jusqu'au 17 février dernier, chose que l'on a appris dans les semaines qui ont suivi l'invasion, avec le lancement d'une offensive de Zelensky et des forces ukrainiennes contre les populations russophones du Donbass qui, contrairement à ce qu'on a dit, n'ont jamais été des populations séparatistes, mais des populations qui souhaitaient une autonomie linguistique et administrative au sein de la République d'Ukraine, ce qui leur a été refusé, avec au demeurant des tentatives extrêmement violentes de reprendre le contrôle de ces provinces par le gouvernement de Kiev. Donc, on a vu se dessiner tout au long de ces années la stratégie américaine. Encore une fois, l'objectif final, quel est-il? Les Américains, dans leur forme d'hubris impériale, veulent rester la seule superpuissance mondiale au XXIe siècle. Ils ne veulent absolument pas voir de sparring partners, si vous me permettez cet anglicisme, émerger. Et surtout, l'un de leurs objectifs était de mettre la main sur la Russie et ses richesses dans l'hypothèse d'une conflagration à venir dans 5 ans, 10 ans, peut-être plus rapidement, avec la Chine. Et donc, ça les a poussés en permanence et finalement, ils se sont toujours tenus à cette stratégie en dépit de la dissimulation comment dire, qu'ils en ont faite pour affaiblir Moscou au maximum. Et malheureusement pour eux, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Cette question me paraît tout à fait essentielle parce que quand on voit la partialité et le véritable unilatéralisme des médias occidentaux, et je dirais encore pire que tous des médias français parce qu'ils sont encore moins dans la pluralité que peuvent l'être les médias américains que nous suivons d'assez près, qui donnent malgré tout ou des points de vue plus circonstanciés ou des points de vue plus différents sur ce conflit. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a affaire à des gens qui sont stupides ou qui sont achetés? Il y a quand même une troisième solution, c'est qu'ils sont aussi convaincus que ce qu'ils disent est vrai. Alors, ça concerne, vous le disiez, les médias, ça concerne également les think tanks. Je crois qu'on est là sur le résultat de plusieurs décennies d'entrisme américain, de ce qu'on appelle de social learning, c'est-à-dire de formatage des élites européennes pour les amener à penser exactement comme eux et instaurer une influence durable de Washington sur les choix, les modes de pensée
influencer les modes de vie et de consommation également des Européens pour que finalement toute l'Europe soit un marché naturel des États-Unis, aussi bien sur des produits de grande consommation que sur les idées, que sur les questions politiques. Donc ce résultat, il a produit un certain nombre de choses. D'abord des élites qui peuvent être totalement convaincues que cette façon de voir que préconise Washington est la bonne. Et là, on peut dire qu'on a un véritable néoconservatisme intellectuel qui s'est installé dans un grand nombre d'élites françaises. D'ailleurs, assez paradoxalement, plus à gauche en France qu'à droite, même si les deux camps sont touchés. On a ensuite des gens qui, par opportunisme pur et dur, suivent bien sûr le courant principal. Alors qu'il s'agisse parce qu'ils sont heureux de passer à la télé, de vendre des livres, voilà, ou tout simplement en espérant avoir une forme de rétribution ou de reconnaissance à l'issue du conflit. Donc on a affaire à ces opportunistes-là. Et il y a bien évidemment également des gens qui le font de manière téléguidée et qui sont là pour, je dirais, relayer des informations conçues à Washington et à Kiev aussi pour une partie des choses. Et donc, nous avons affaire à une véritable propagande. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pendant toute la guerre froide, je me souviens, j'étais jeune officier de renseignement à la fin de la guerre froide et nous luttions ardemment contre Moscou et contre le terrorisme intellectuel, la propagande, la désinformation soviétique qui était vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Eh bien, depuis que cette crise a commencé, j'ai vraiment l'impression d'assister à un jeu à front renversé. Certes, il y a bien sûr aussi une communication et une propagande russe, ça c'est indéniable. Seulement, elle ne pénètre quasiment pas en Occident puisque nous avons interdit tous leurs médias. Donc, il faut vraiment pouvoir aller sur des chaînes étrangères pour voir ce que dit Moscou et ce qui, dans le discours de Moscou, relève de la déclaration classique ou de la propagande. En revanche, la manière dont tous les médias occidentaux ont menti, travestissent les faits, modifient la communication, s'obstinent à présenter uniquement des éléments partiaux qui vont dans le sens de ce qu'ils souhaitent, on a atteint là des proportions absolument sidérantes, avec un autre phénomène qui est aussi très intéressant, c'est l'excommunication. Alors, je dis excommunication en deux mots, je ne parle pas de l'excommunication religieuse qui faisait qu'à un moment donné, pendant le Moyen Âge, un souverain ou un pouvait se voir mis à l'écart de la communauté des croyants. Eh bien, on assiste à un phénomène tout à fait similaire en termes de médiatisation, c'est-à-dire qu'on assiste à une excommunication, c'est-à-dire que ceux qui ne défendent pas et qui ne relaient pas le courant principal sont d'une certaine manière mis à l'écart des médias. Alors, est-ce que ce sont des listes noires, est-ce que ce sont des interdictions d'antenne, je ne sais dire, mais on voit vraiment ce phénomène très amusant et n'interviennent sur les grandes chaînes, je mets grandes entre guillemets, que ceux finalement qui acceptent de tenir le discours dominant, c'est-à-dire celui qui nous vient des États-Unis et qui nous vient aussi des spin doctors de Kiev qui contribuent bien sûr à cette orientation de l'information dans un seul sens. Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'Europe est quand même très dépendante sur un plan économique et sur un plan militaire de ce qui se passe à Washington. Retrouver une marge de manœuvre politique et économique aujourd'hui est assez difficile. Je dirais d'autant plus, et c'est la deuxième raison, qu'il n'y a quasiment plus d'hommes ou de femmes courageux dans nos élites européennes, où les individus qui sont là sont souvent d'ailleurs passés par le système des Young Leaders, c'est-à-dire qu'ils ont été formatés en partie aux États-Unis. Et puis toute l'Union européenne d'ailleurs, est un projet qui évolue dans le sens de l'unification d'un grand camp occidental, donc sous influence américaine. Et donc, aucun chef d'État aujourd'hui, à part peut-être Orban d'une certaine façon et le président slovaque, ne prennent leur distance avec Washington. Alors, c'est bien sûr lié à la puissance très importante des Américains et de l'OTAN, puisqu'il faut le rappeler que, à part la France et la Grande-Bretagne, nos alliés européens, les États de l'Union européenne, n'assurent absolument pas eux-mêmes leur défense. Sans l'OTAN, nous serions totalement désarmés, avec en moyenne moins de 2% de budget de défense dans l'ensemble des pays de l'Union. On est vraiment à un niveau d'étiage extrêmement préoccupant.
Le deuxième aspect aussi, c'est que tous ces États étant, si on enlève les 4 ou 5 grands États de l'Union européenne, sont des États d'assez faible dimension et géographique et d'assez faible effectif démographique. Et donc, ils n'ont pas les capacités de résister aux pressions américaines, dont ils espèrent d'ailleurs qu'elles leur apportent des rétributions en échange de leur soumission. Et c'est aussi la différence que je ferai avec les grands États, comme l'Italie, l'Allemagne, la France, je mets l'Espagne également, je mets la Grande-Bretagne de côté puisque ça fait partie au sens propre du même club de Washington. La difficulté de s'autonomiser est réelle. Alors, elle est d'autant plus réelle pour nos amis italiens qui ont toujours été proches des Américains. On dispose, je crois, de 117 installations ou bases sur leur sol. Donc, vous voyez, si on commence à s'affranchir de Washington, il y a des pertes économiques, il y a des pertes d'emplois, il y a des véritables difficultés qui peuvent surgir. Euh, la présidente du Conseil italien, Madame Meloni, lorsqu'elle était candidate avant l'élection législative, tenait un discours qui n'est bien sûr pas celui qu'elle tient depuis qu'elle a été élue. Alors je crois qu'on ne peut pas lui faire le reproche totalement parce qu'elle découvre une fois aux affaires la manière dont son pays est pieds et poings liés sous l'influence américaine. Elle a malgré tout essayé un certain nombre de choses, mais encore une fois, la puissance économique, financière, monétaire des États-Unis lui donne un effet de levier sur l'ensemble des États européens très forte. Alors, on pourrait dire, normalement, ce n'est pas le cas de la France, puisque, indépendamment de nos difficultés économiques, nous avons construit, grâce à la politique industrielle du général de Gaulle, une autonomie militaire, une autonomie nucléaire, civile et militaire, et nous avons toujours prôné une troisième voie, allant jusqu'à nous opposer à la politique américaine en 2003, lorsque Washington a envahi de manière tout à fait illégale l'Irak, en passant outre aux recommandations de l'ONU. Mais force est de constater que nos différents présidents, depuis la fin du mandat de Jacques Chirac, en passant bien sûr par Nicolas Sarkozy, François Hollande et surtout Emmanuel Macron, sont de véritables vassaux, sont totalement inférieurs à Washington et que nous n'avons plus aucune prise de décision souveraine. Et finalement, nous sommes rentrés dans le rang comme les autres Occidentaux, comme les Allemands, comme les Italiens, et je ne parle pas des Polonais et des autres pays de l'Union européenne. Nous sommes des vassaux obéissant scrupuleusement aux directives que nous donne notre grand maître américain. Lorsqu'on analyse la stratégie américaine, il y a un point qui est souvent sous-estimé et que nous-mêmes, nous avons mis un certain nombre de mois à réaliser. Bien sûr, tout le monde se dit, les Américains, en déclenchant ce conflit, vont réussir, ont pour objectif d'affaiblir la Russie. Mais il ne faut pas oublier un deuxième événement qui s'est produit quelque temps avant ce conflit ukrainien, c'est le Brexit. Le Brexit est quelque chose d'important parce que le départ de Londres de l'Union européenne laissait cette Union européenne entre des mains françaises et allemandes, et que Washington, à partir de ce moment-là, s'est mis à craindre encore plus qu'auparavant parce qu'elle n'avait pas son cheval de Troie britannique dans l'Union européenne, d'avoir affaire à une Union européenne qui pourrait décider de faire preuve d'un peu d'autonomie et de se rapprocher de Moscou. Donc, ça veut dire que l'affaiblissement de l'Europe ou le fait de faire rentrer l'Europe dans le rang était le second objectif des Américains. D'un côté, affaiblir la Russie pour ne plus avoir un adversaire géopolitique et s'approprier ses ressources, mais de l'autre, ce second objectif, c'était de vraiment remettre l'Europe au pas. Et autant sur le premier point, les Américains n'ont pas réussi parce que non seulement militairement, la guerre en Ukraine est un échec pour les Ukrainiens comme pour l'OTAN. Économiquement, la Russie tire finalement partie des sanctions dont elle est victime. Donc, échec quasi complet sur ce premier objectif. En revanche, sur le second, la victoire est éclatante. Les Européens n'ont pas bronché, tout le monde est rentré dans le rang, l'économie européenne est encore plus affaiblie qu'auparavant. L'Allemagne, qui était la bête noire de Brzezinski et des néoconservateurs américains, comme étant probablement la première puissance européenne se rapprochant de la Russie, a totalement coupé tous ses liens avec Moscou depuis l'attentat et le
sabotage effectué sur le gare Nord Stream 2. La France a suivi dans les faits, mais je dirais ce qui est beaucoup plus intéressant sur les conséquences pour l'Europe, c'est de voir que c'est l'Allemagne le principal perdant, encore plus que notre pays qui ne fait plus preuve de souveraineté, mais les Allemands se sont littéralement couchés. Leur industrie aujourd'hui souffre énormément des problèmes d'approvisionnement énergétique qu'ils ont, qui leur coûtent infiniment plus cher depuis le début de la guerre que ce qu'ils avaient avant. Ça a un impact très, très fort sur un plan industriel. Et puis, l'autre objectif américain, je dirais à l'égard de l'ensemble des pays de l'Union et de l'OTAN, c'est qu'en créant ce conflit et en leur demandant de se réarmer rapidement, eh bien, ça permet à toute l'industrie de défense américaine finalement d'inonder ces marchés et de continuer à vendre davantage, donc de créer aussi plus de ressources aux États-Unis et bien sûr d'asphyxier, ce n'est de détruire durablement toute l'industrie de défense européenne qui aujourd'hui n'est pas capable de rivaliser avec celle de Washington. Oui, je crois que c'est important de le rappeler. Qu'est-ce qui caractérise des chercheurs comme nous qui venons du renseignement? C'est que la seule chose qui nous intéresse, ce sont les faits. Nous ne sommes pas des politiques. Notre but, et notre démarche, voire notre déformation, c'est d'analyser les faits, quand bien même ils nous déplaisent. Et nous avons pour principe de dire, il n'est pas important pour nous de voir le monde tel que nous voudrions qu'il soit, mais bien de l'analyser tel qu'il est en lui-même. Et c'est une démarche qui finalement peut paraître finalement assez peu originale, mais qui est très très peu pratiquée. Il suffit de regarder les positions et les analyses qui sortent des principaux think tanks occidentaux depuis quelque temps. Et c'est pour ça que nous échangeons beaucoup avec toute une série de chercheurs, de spécialistes, de journalistes, voire de gouvernements étrangers que l'on peut caractériser comme ennemis. Nous avons longtemps échangé avec les Iraniens, les Russes, parce que si on ne comprend pas le point de vue de son adversaire ou de son concurrent, si on ne comprend pas sa façon de raisonner, si on ne se met pas non plus à sa place pour voir quelle est sa stratégie et sa manière de percevoir le monde, on a beaucoup plus de difficultés à analyser ce qu'il va faire, comment il va le faire et là où il veut aller. Voilà, et donc c'est le premier aspect. Sur le second aspect, c'est notre deuxième spécialité. Nous nous intéressons bien sûr en permanence au-dessous des cartes. Quel est le jeu que conduisent les différents services de renseignement du monde aujourd'hui dans les relations internationales et dans le conflit en Ukraine? Alors, c'est la partie la plus difficile à évaluer parce que en temps réel, bien sûr, nous n'avons plus accès à ce qui se passe dans les services français d'une part, mais bien sûr étrangers également. Et donc, je dirais, on est toujours capable d'analyser ce qui s'est passé il y a 1 an ou 2 parce que nos sources d'information nous permettent a posteriori de comprendre pourquoi tel ou tel service a agi de telle ou telle manière. Mais c'est vrai qu'en temps réel, c'est toujours quelque chose d'assez, comment dire, d'assez difficile. Néanmoins, le fait que nous venions de cet environnement-là nous permet de décrypter un certain nombre de situations, nous permet d'évaluer aussi un certain nombre de sources. Et je pense au grand journaliste américain Seymour Hersh qui a fait ses révélations assez fracassantes sur la responsabilité des Américains dans le sabotage de Nord Stream 2. Bien sûr, aucune preuve n'existe. On peut reprocher à Seymour Hersh de dire, ben voilà, vous avez avancé quelque chose avec des sources internes du Pentagone, mais sans donner de preuves explicites. Seulement notre connaissance de la façon dont travaillent les Américains, sur le parcours de Seymour Hersh, sur la campagne qui a été lancée a posteriori pour essayer de contrer le point de vue qu'il a avancé, nous amène à dire qu'il a très très probablement raison. Voilà. Encore une fois, en tant qu'analyste, nous sommes aussi tout à fait susceptibles de nous tromper et nous assumons cette possibilité. Mais voilà, donc sur l'analyse des principaux les principaux acteurs, en tout cas ce qui nous semblait, nous, très intéressant, c'est dans les années qui ont précédé le conflit, et c'est des choses que les gens savent assez peu, le SBU, qui est le service de renseignement ukrainien, avait proposé à la CIA de l'aider à infiltrer les services russes. Donc, comment voulez-vous à un moment donné que Moscou ne réagisse pas durement contre cette alliance entre Kiev et Washington pour s'en prendre, pour tenter de pénétrer ses propres services de sécurité? De la même manière, les Ukrainiens avaient proposé aux Américains de leur ouvrir la base navale de Sébastopol voilà, avant que la Crimée en 2014 ne soit comment dire, occupée, enfin,
libérés, occupés, en tout cas par les petits hommes verts, par les Russes, par la population, parce qu'il y a aussi un référendum qui semble avoir des bases intéressantes, si ce n'est solides. Donc, quand on connaît en plus ce dessous des cartes, on a des éclairages différents. Puis, dernier point que j'aimerais évoquer, dans les mois qui ont précédé le conflit, nous avons suivi avec différentes sources d'informations ouvertes, mais auxquelles, je dirais, le public et même certains analystes ne pensent pas naturellement. Nous avons surveillé de manière très précise tous les vols américains depuis la fin août 2021 jusqu'au début du conflit, et nous avons assisté très régulièrement au renforcement des moyens militaires aériens américains qui sont venus se poser en Grande-Bretagne, à des vols de B-52 nucléaires aussi venus se poser sur les bases aériennes britanniques et allant faire des patrouilles jusqu'aux frontières de la Biélorussie et de la Russie. Nous avons vu les vols de reconnaissance électronique se multiplier. Alors, il y a deux façons de voir les choses. On pouvait dire, bah, les Américains voyaient que les Russes allaient attaquer, donc ont augmenté de manière massive le renseignement pour se tenir au courant. C'est vrai, bien sûr, mais ce n'est pas le seul point de vue. C'est que, en réalité, c'est que les Américains ont fait des prévisions autoréalisatrices, des prédictions autoréalisatrices, puisqu'à force de venir narguer les Russes jusqu'à leurs frontières, ils espéraient bien, à un moment donné, qu'il y ait une réaction de la part de Poutine et que l'armée russe entre en Ukraine et soit confrontée à une défaite que lui aurait infligée l'armée ukrainienne, ce qui, malgré les déboires qu'ont connus les Russes, n'a pas eu lieu. Oui, il y a un certain nombre d'événements dans ce conflit qui, pour l'instant, restent encore très troubles et très peu, comment dire, très peu documentés. Alors, on a évoqué tout à l'heure Nord Stream 2 et la responsabilité plus que probable des Américains, parce que l'histoire qui nous a été servie depuis celle d'un yacht et de quelques représentants des forces spéciales ne tient guère la route. Mais ce n'est pas c'est bien sûr pas le seul événement. Alors, je fais juste un clin d'œil sur la désinformation manifeste qu'ont fait les Ukrainiens sur l'île aux serpents, la garnison qui s'est soi-disant rendue. Mais de manière plus grave, il y a effectivement l'histoire de la centrale de Zaporizhzhia, le barrage et puis les massacres de Boutcha. Alors, sur la centrale, là aussi, les deux camps donnent de l'information. Nous regardons les deux parties. Il y a des choses intéressantes des deux côtés, mais il y a quand même un élément qui ressort, c'est que les Russes n'ont aucun intérêt à tirer sur une centrale qu'ils contrôlaient pour créer, comment dire, une catastrophe écologique presque comparable à Tchernobyl. En revanche, que les Ukrainiens, dont on a déjà vu les coups tordus, soient tout à fait, eux, prêts à tirer sur cette centrale contrôlée par les Russes pour les accuser ensuite d'avoir créé un incident est quelque chose de malheureusement de beaucoup plus plausible. Encore une fois, c'est une analyse que je fais, sur lesquelles je ne peux pas vous avancer les preuves absolues, mais c'est beaucoup plus une réflexion basée sur une expérience. Et voilà, ça m'amène à prendre cette position-là. Pour ce qui est du barrage, on arrive finalement à la même analyse qui avait le plus intérêt à faire en sorte que ces zones soient inondées, à faire sauter ce barrage qui servait notamment à irriguer une partie du Donbass et de la Crimée. Encore une fois, c'est comme dans une enquête policière d'une certaine manière. On se dit à qui profite le crime. Alors, tout n'est jamais aussi simple, mais c'est parfois la solution la plus simple qui est comment dire, la plus vraie. Et là aussi, sur ce barrage, tout conduit à penser que ceux qui avaient le plus intérêt à cela étaient les Ukrainiens. Et puis, il y a le dernier événement, le pire finalement de ce conflit, ce sont les massacres de Boutcha. Aujourd'hui encore, et je peux me tromper, mais aucune enquête absolument indépendante et irréfutable n'a apporté les preuves de la culpabilité de l'un ou l'autre camp. Je dis bien de l'un ou l'autre camp. Donc, ceux qui attribuent de manière unilatérale ce massacre aux Russes ou aux Ukrainiens, pour l'instant, n'ont donné aucune preuve réelle. Alors, on nous rétorque qu'il y a eu une enquête du New York Times, qu'il y a eu des enquêtes indépendantes sur les réseaux sociaux, que des tas d'éléments vont dans un sens ou dans l'autre. Et c'est justement la difficulté aujourd'hui. Nous trouvons des éléments qui vont dans les deux sens. Et c'est extrêmement difficile de déterminer qui est réellement derrière cela. Mais ça veut dire que pour l'instant, nous condamnons fermement ceux qui affirment de manière, je dirais, systématique et tout à fait assertive le fait que ce soit de la responsabilité des Russes. Je n'exonère pas les Russes, je dis seulement que pour l'instant, nous n'avons les preuves qui permettent d'incriminer aucun des deux camps. D'ailleurs, peut-être que l'histoire montrera que chacun des deux camps
sans doute procédé à des actes fortement répréhensibles. Je ne suis pas sûr que nous arrivions un jour à une véritable connaissance de ce qui s'est passé. En effet, pourquoi? Lorsque vous travaillez en manière criminologique sur des cadavres, eh bien, qu'est-ce qui vous permet de différencier une balle de Kalachnikov russe d'une balle de Kalachnikov ukrainienne? Voilà, ça fait partie des difficultés qu'ont rencontrées les enquêteurs internationaux, dont les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle, la gendarmerie qui se sont rendus sur place, qui observent un certain nombre de faits, mais qui n'ont pas rendu de conclusions qui permettent d'attribuer les massacres à l'un ou l'autre camp. Donc, nous sommes extrêmement prudents. Bien sûr, cette prudence nous a amenés par le passé à nous faire accuser de défendre des positions russes, mais vous le savez, ça n'a rien de surprenant aujourd'hui, hein. On est dans comment dire, un tel matraquage médiatique anti-russe que tous ceux qui essaient d'avoir une position mesurée et qui ne relaient pas le narratif dominant sont bien sûr des ennemis de la cause. Oui, alors ce trafic d'armes est quelque chose finalement de très important. Je dis finalement parce que il faut quand même rappeler que